Nouvelle semaine et première convocation du tribunal de l'actualité, votre rendez-vous par excellence pour juger les faits majeurs d'ici et d'ailleurs. Vous le savez, c'est un rendez-vous justement pour jeter un regard sur ce qui se passe ici et aussi hors de nos frontières. Et merci à vous qui nous faites l'amitié de nous suivre en direct et en simultané sur les médias leaders Truth TV et Watt FM. Je suis Adam Scalet Ouedraogo, président de ce tribunal. Avec moi sur ce plateau, les us au siège, Bernard Bougma, Geoffroy Voa. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Président Ouedraogo. Bonjour, juge Vaha. Bonjour, Madame, Monsieur. Bonjour, juge Boumba. Bonjour, Président. Bonjour, auditeurs et téléspectateurs. Nous allons également dire merci et bonjour aux téléspectateurs et auditeurs des radios leaders Truth TV et Watt FM. Comme je l'ai dit, notre convoqué du jour est le ministre Bachir Ismaël Ouedraogo. Avec lui, nous allons parler justement du contenu local, faire du secteur minier un levier de développement local. C'est la volonté du gouvernement et cela s'est matérialisé par justement un décret portant fixation des conditions de la fourniture locale dans le secteur minier. C'était le 22 septembre dernier. Monsieur le ministre, bonjour et bienvenue. Bonjour et merci pour l'opportunité. Quelles sont les implications justement de cette nouvelle donne au niveau du secteur minier? Nous allons justement en savoir davantage avec notre convoqué du jour, mais avant nous allons ouvrir la première fenêtre de cette émission, les avant-propos. Et pour cette première partie, nous allons donner la parole au juge Bougma. Qu'est-ce qui a retenu votre attention pour cette première convocation de la semaine? Merci, Président. En tout cas, ce qui a retenu mon attention, vous savez que habituellement, les lundis, j'ai sacrifié au rituel de souhaiter une très bonne semaine aux uns et aux autres, une excellente journée de lundi. Il y en a qui n'aiment pas lundi, alors qu'on ne peut pas avoir mardi sans lundi. Donc j'ai dit, moi j'aime lundi parce qu'il faut un pas pour finir les autres jours de la semaine. Donc ce que je voudrais dire, c'est de garder espoir, c'est de s'armer de courage. J'ai dit, nous sommes dans le dernier virage de l'année 2021, parlant de trimestre, parce que nous sommes dans le dernier trimestre. Et nous sommes dans le mois d'octobre, où il y a eu beaucoup de rentrées. C'est aussi le mois du FESPACO. Mais moi, ce qui a retenu mon attention particulièrement, que je voudrais partager, c'est cette soutenance de master sur Thomas Sankara en Irak, qui a eu pour thème Thomas Sankara et son engagement politique et militaire au Burkina Faso. Donc c'est jusqu'en 1987. Donc c'est une thèse qui a été effectivement à l'occasion pour l'obtention d'un master. Et quand vous regardez le nom, certainement ce n'est pas un Burkinabé qui y est allé et tout et tout. Donc ça dit qu'on a une figure, Thomas Sankara, qui fait pâlir à l'étranger, qui a fait l'objet de plusieurs documentations, des soutenances, des livres et tout, et même son concept de développement est enseigné dans certaines universités et dans certains modules, que ce soit dans le domaine du développement personnel, dans le domaine du développement des États, dans plusieurs autres domaines, sa vision de l'éducation et tout et tout. Donc, ça vient à un moment donné où 34 ans après, nous nous disputons de savoir si effectivement il a incarné une révolution, si. Nous sommes dans des débats de chapelle et dans des débats de tout. Jusqu'à ce que ce week-end, on ait vu au niveau du CDP que la présence d'Edi Komboyogo sur le site du mémorial Thomas Sankara posait déjà problème au niveau du CDP. Donc, on est toujours à ce niveau-là en train de se quereller sur l'action, la dépouille, comme on appelle ça, d'un homme. J'ai dit, tirons le son. Tout le monde ne peut pas endosser tout ce que Sankara a été, mais s'il y a des pans que chacun peut effectivement essayer d'assumer à son niveau. Donc c'est le nom d'un Burkinabé qui est porté, comme Iron Bibi qui est porté, comme bien d'autres Burkinabés qui sont portés. Et je pense que c'est beaucoup plus ce côté fierté qui doit également nous animer. Espoir et fierté d'appartenir à ce pays. Est-ce qu'à un moment donné, nous allons pouvoir taire effectivement ces différents internes-là pour regarder ensemble dans la même direction? 34 ans après, on est toujours dans ces débats, alors que 34 ans après, il inspire au-delà du continent africain, au-delà de la sphère francophone, je dis bien. Donc, est-ce que nous, Burkinabés, nous n'allons pas effectivement nous poser des questions? Donc, je fonde l'espoir que il y a une confession sincère des deux parties entre ceux qui s'incarnent pro-Blaise, ceux qui s'incarnent pro-Sankara, une confession sincère des deux camps
pour qu'on puisse effectivement avancer, parce que la jeune génération ne saurait se prévaloir du combat de tranchées qui a commencé avant 87. Donc je souhaite une très bonne semaine d'espoir, de persévérance et de courage. Je souhaite un excellent lundi et un très bon festival du cinéma africain de Ouagadougou. Merci, Juge Bourma. Juge Va. Merci, Président. C'est le premier tribunal depuis le lancement du FESPACO. Et donc, c'est justement ce festival-là, panafricain du cinéma de Ouagadougou, qui, moi, a retenu mon attention. D'abord, une cérémonie de lancement samedi qui était belle en couleur, en symbole et tout ce qu'on pouvait. Avec les polémiques qu'il y a eu avant, on a l'impression, comme disait ZS, qu'au Burkina, on est habitué à ça. C'est-à-dire, on nous fait mijoter parce qu'il y a meilleur à nous donner. Et c'est ce que moi, je retiens de cette cérémonie qui était belle en couleur et en symbole. Et on a montré ce qu'on a dans notre réalité. C'est ce qui est ressorti de tout ce qu'on nous a proposé lors de cette cérémonie. Et puis derrière, c'est un FESPACO qu'on a raison d'avoir tenu à avoir mordicus. Parce que le mot résilience n'est pas rien. On est dans un contexte burkinabé qu'on connaît, celui de turpitude du fait du terrorisme, et puis celui aussi de l'autre crise qui est sanitaire. Et ça, elle est transversale à beaucoup d'autres pays. Mais on est resté debout parce que ce festival du cinéma, c'est quelque chose qui compte dans les renouveaux que nous avons au Burkina Faso. Et c'est vrai qu'on avait, à un moment donné, pensé que, bon, est-ce qu'avec la situation, il ne faut pas laisser tomber? Mais on a eu vraiment raison de le garder. Aujourd'hui, on est content de voir ces milliers de personnes qui ont convergé vers Ouagadougou pour célébrer ce cinéma-là avec nous, qui ont confiance en ce pays-là et qui continuent de rester debout. C'est ce que moi je retiens du message qui est donné à travers ce FESPACO, avec des films qui sont en train de respirer la pleine forme devant des cinéphiles qui viennent les regarder, dans un Burkinabe qui fait face au terrorisme, dans un Burkinabe qui fait face au Covid-19, mais dans un Burkina qui reste toujours debout. Je pense que c'est ça le message. Merci, monsieur le juge, pour ce propos introductif. Nous allons également dire merci à l'équipe de réalisation de cette émission qui nous permet d'être ensemble du lundi au vendredi. Comme je l'ai dit, pour ceux qui nous prennent en marche, Dr Bachir Ismaël Ouedraogo est notre convoqué du jour. Il est le ministre de l'Énergie, des Mines et des Carrières. Avec lui, nous allons parler du contenu local dans le secteur minier. Vous le savez, il y a un décret qui a été adopté en Conseil des ministres portant fixation des conditions de la fourniture dans le secteur minier. Je le rappelais, c'était le 22 septembre dernier, une disposition qui vise justement à inciter les sociétés minières à intégrer dans leur processus de production les entreprises et la main-d'œuvre locale. Monsieur le ministre, merci une fois de plus d'être venu au tribunal de l'actualité. Merci encore. Alors, vous êtes à la tête d'un ministère, je dirais, assez stratégique et transversal. Ouais. Nous allons commencer par quelques questions de généralité. Je parlais du Conseil des ministres. Le dernier, notamment, a pris une décision, notamment en retirant le permis d'exploitation de la mine de Belaourou. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur cette actualité-là? Alors, je voudrais d'abord vous remercier pour l'opportunité de parler du secteur qui est le premier produit d'exportation au niveau du Burkina et qui a un impact sur notre économie parce que l'année passée, c'est pratiquement 60 tonnes d'or qui ont été exportées de façon régulière, pratiquement 20 à 25 tonnes d'or de façon illégale. Et quand vous faites le total, c'est pas moins de 85 tonnes d'or qui sortent du Burkina chaque année. Et quand on regarde la masse financière, c'est pas moins de 3 000 milliards. Alors, on est en droit de se poser des questions de qu'est-ce que nous, en tant que Burkinabés, nous arrivons à capitaliser. Parce qu'une chose est d'avoir donc une ressource, mais une chose est de savoir qu'est-ce que le Burkina gagne réellement à la fin. Et vous savez, nous avons pratiquement 17 mines industrielles et dans les 17 mines industrielles, nous avons exclusivement des capitaux étrangers. La mine de Dinata, qui se trouve donc dans le Soum, est une région que vous connaissez, qui est en proie à beaucoup de difficultés. Cette mine était un poumon économique pour la région. Elle a connu des difficultés. Et donc, on a trouvé en son temps un promoteur qui promettait non seulement de redémarrer la mine, mais de prendre aussi le passif. Vous savez, il y avait pratiquement 400 employés sur le site. Vous aviez beaucoup donc d'entreprises burkinabées, pas moins de 200 créanciers. Et donc, il était important que la mine puisse reprendre non seulement pour tout ce que je viens de dire, mais parce que la région devait avoir donc un poumon. Vous savez, le terrorisme
fait son nid aussi dans la précarité, dans la pauvreté. Et la lutte contre le terrorisme ne va pas être seulement que militaire. Nous devons travailler à ce que économiquement nous puissions accompagner ces régions-là. Et une fois que nous avons des leviers économiques, ça permet aux jeunes de la région d'avoir donc des opportunités et ça fait baisser les tensions. Et donc il était nécessaire que cette mine la démarre. Malheureusement, le promoteur a montré vraiment une incapacité à pouvoir démarrer la mine et nous avons décidé, en concordance avec la loi, de retirer le permis et de trouver un investisseur sérieux et c'est ce que nous avons fait. Et ça va être la même chose pour toutes les mines. Parce que nous avons une ressource, parce que nous avons des difficultés et nous n'allons pas permettre à ce qu'on s'amuse avec nos ressources et que des gens viennent prendre des titres, aller en bourse, faire de la spéculation sur le dos du Burkina. Je pense qu'il est grand temps que nous puissions mettre un terme à tout cela. Et c'est le ton que nous avons donné, en montrant que même si vous êtes une mine industrielle, si vous ne respectez pas vos engagements, la loi va sévir sur tout le monde. Et c'est ce que nous avons fait. Le signal est là. Et ça fait dire que tout le monde, chacun doit se mettre au carreau et travailler à ce que les engagements que vous prenez avec l'État, vous devez les respecter. Et c'est ce que nous avons fait. Maintenant, nous allons travailler rapidement à redémarrer. J'ai une séance de travail cette semaine avec les travailleurs, avec leur conseil juridique, pour les rassurer et que nous allons faire le process ensemble afin de trouver rapidement un repreneur et de permettre à la région de le démarrer. Alors, messieurs les juges, première convocation du ministre des Mines sur notre plateau, question de généralité. Juge Bougma. Bon, question de généralité, effectivement, c'est un lien avec les mines. Il a si bien dit, il y a des Burkinabés également qui ont pris les titres là. En fait, ils savent qu'ils ne peuvent pas exploiter. Mais ils montent un bon dossier, ils prennent en attendant de revendre. Et il y a ces gens qui ont ce permis-là en poche. Alors, est-ce qu'il y a un point de cette situation qui a pu être fait et la suite, c'est quoi? Alors, merci parce que vous mettez le doigt sur quelque chose que nous avons remarqué. Vous avez des gens qui ont des permis. Nous avons même fait des fouilles. Nous sommes rendus compte qu'il y a même des élèves qui ont des permis. Ça montre manifestement que le screening n'avait pas été fait. Parce qu'on ne donne pas un permis comme ça. Il faut que vous ayez un business plan. Mais en plus de cela, nous sommes dans une période où nous avons le terrorisme qui sévit. Et nous savons aussi que les terroristes, d'une manière ou d'une autre, se financent avec donc les sites miniers et avec les ressources que nous avons. Donc, nous ne pouvons plus permettre à ce que n'importe quel quidam puisse venir avoir donc un permis. Et si vous avez remarqué, nous avons fait un toilettage au niveau donc du cadastre. Nous avons refait un point global sur tous les permis que nous avons. Nous avons fait un premier screening. L'audit va démarrer pour aller en profondeur. Mais je dis, quand vous regardez même, bon, il y a certaines personnes qui se trouvent avec 40 permis, 50 permis. Bon, ce n'est pas logique et ce n'est pas normal. Et nous nous sommes dit, vous savez, la recherche, elle prend du temps. Et si vous n'avez pas de bons résultats au niveau de la recherche, vous n'allez pas arriver à la mine, que ce soit la semi-industrielle ou l'industrielle. Donc, si nous n'avons pas un grand sérieux au niveau de la distribution et de l'octroi des permis, nous allons avoir un problème. Donc, la même rigueur va s'abattre que tu sois burkinabé ou que tu sois étranger. Et donc, nous avons commencé déjà le process. Et vous avez vu, il y a certains permis qui tombent aussi dans le domaine donc, de l'État. Et nous allons retravailler à la redistribution de façon sérieuse et faire de telle sorte que, avant même qu'on te donne le permis, on se rende compte si tu as un bon business plan, si tu es économiquement bancable, mais aussi nous allons faire appel aux investisseurs burkinabés. Et nous l'avons dit, 17 mines industrielles. Nous n'avons pas de burkinabés donc, dans les capitaux. Et notre objectif, ce n'est pas seulement le local content, c'est le local ownership, comme on le dit. C'est que les Burkinabés puissent s'approprier de toute la chaîne. Nous avons des récriminations. Nous ne savons pas qu'est-ce qui se passe dans la coulée de l'or. Nous ne savons pas qu'est-ce qui se passe dans le process. Alors, si nous avons une mine à 100% burkinabé, depuis le début jusqu'à la fin, ben, nous allons faire tous les screenings nécessaires. Nous allons savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Et par ricochet, si quelqu'un est en train de tricher, ben, nous allons le savoir automatiquement. Donc, c'est pour vous dire que vraiment, nous sommes dans ces prédispositions-là à travailler pour qu'il y ait donc du sérieux,
parce que cette ressource-là, elle n'est pas renouvelable. Et les générations futures aussi doivent savoir qu'à un moment donné, le Burkina Faso a eu des richesses. Nous ne travaillons pas seulement pour maintenant, mais nous travaillons aussi pour nos enfants, nos arrière-petits-enfants, pour qu'eux aussi, ils puissent à un moment donné bénéficier donc des retombées, à l'image de beaucoup d'autres pays qui l'ont fait et qui ont mis des mécanismes qui permettent à ce que de façon durable, ces ressources-là puissent bénéficier au pays. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire, tout en réservant aussi des portions pour les générations futures. Juge va. Oui. Bon, allez-y. D'accord. Bon, je vous... Vous pouvez poursuivre dans votre lancée. Ok, allez-y. En ce qui me concerne, parce qu'il est en même temps le ministre de l'Énergie. Donc, quand on parle d'énergie, on parle également d'énergie solaire. Il y a l'éclairage public. La dernière fois, je revenais de Koudougou la nuit, j'ai dit, mais qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas avoir de l'énergie des lampadaires solaires de Koudougou à Ouaga, ou de Bobo Dioulasso à Ouaga, ou de Kaya à Ouagadougou? Est-ce qu'on ne pourrait pas les faire au solaire? La deuxième question en lien avec cela, c'est les plaques, comment on appelle ça, les feux tricolores solaires. Il y a un devant l'hôtel administratif qui est bien, qui fonctionne effectivement à merveille. Est-ce qu'on ne pourrait pas progressivement remplacer aussi ce qui est en ville? Donc, ces deux questions sont liées, quoi. L'énergie solaire, puisque d'ailleurs c'est votre domaine de prédilection. Alors, comme vous le dites, vous savez que le solaire, c'est le combat de toute une vie. Pour moi, c'est là où j'ai étudié, j'ai tous les mécanismes à ce niveau, et je sais, en tant qu'expert du domaine, de donner ma contribution du moment où le Burkina a l'un des meilleurs ensoleillements de la sous-région. J'ai toujours dit que notre salut viendra donc du solaire en matière d'énergie. Alors, vous l'avez si bien dit, pourquoi pas ne pas éclairer, en tout cas, de Koudougou à Ouaga, de Bobo à Ouaga, ainsi de suite. Et c'est une question de moyens tout court, parce que nous avons mis la priorité. Quand vous avez 10 000 lampadaires, quand vous avez 20 000 lampadaires, je préfère me déployer déjà dans les villages, dans certaines localités où le besoin est primordial. Parce que quand vous arrivez dans les villages, nous avons étudié avec des lampes tempêtes. Et je me rappelle la difficulté de pouvoir étudier avec une lampe tempête en son temps. Et je me dis, à notre temps, avec l'énergie solaire, nous avons la possibilité de mettre de l'énergie solaire au niveau donc des écoles, au niveau donc des maternités, des CSPS dans les villages, pour permettre à ce qu'une activité économique se mette en place. Mais nous n'oublions pas les grandes villes. Et si vous avez remarqué, à la sortie de Ouaga, en allant vers Koudougou, vous avez vu que nous avons même mis des lampadaires juste solaires jusqu'au poste de péage. Et c'est la même chose sortie à Zorgo, ainsi de suite. À Bobo Dioulasso, quand vous regardez jusqu'au péage, c'est du solaire. Ça vous dit que, avec la modestie de nos moyens, nous sommes en train de nous déployer. Et nous voulons de façon agressive aller aussi en milieu rural et dans les zones un peu compliquées à Ouaga. Vous savez, avec l'insécurité, il y a des zones où il faut nécessairement donc mettre donc de l'éclairage public. Et bon, je voudrais vous donner la primeur de l'information. Nous sommes en train de nous déployer avec un projet de 50 000 lampadaires qui va commencer en janvier, normalement 2022. Et ça va répondre encore plus aux besoins en matière donc d'éclairage public. Et nous faisons la part belle à l'énergie solaire à ce niveau-là. Donc, c'est vous rassurer que nous travaillons dans ce sens. Et la particularité, cette fois-ci, c'est la maintenance. Parce que quand vous regardez, nous avons eu beaucoup de difficultés avec les lampadaires solaires que nous avons. Il y a des lampadaires, au bout d'un à 2 ans, ça commence à clignoter. Tout cela parce que bon, les gens pensaient que l'énergie solaire, quand tu les déploies, tu oublies et tu t'en vas. Alors qu'il y a de la maintenance, il y a un travail continu qui doit être mis en place. Et tout cela donc, a été pris en compte donc, avec le projet de 50 000 lampadaires. Juge va. Bon, je rentre de plein pied dans les questions de généralité de Bernard Bougouma parce qu'il m'offre la brèche. Je me rappelle qu'en avril dernier, on était en plein dans les coupures d'électricité intempestives et tout. Et puis, vous disiez, comme ça, nous allons vendre de l'énergie aux voisins. Je sais que vous en souvenez parce que vous vous rappelez. Ça fâchait plus d'un, ça courrouçait plus d'un. Peut-être que vous partagez un rêve ou bien que vous saviez un peu le levier que vous avez et vous regardez un peu plus en avance que nous sur ce chapitre. Mais aujourd'hui, c'est quoi la stratégie pour qu'on puisse vendre de l'énergie aux voisins qui couvre presque la moitié de notre besoin domestique?
Alors, je vais vous rassurer dans ce sens que tout est technique, tout est organisation, tout est mécanisme, tout est vision. C'est un projet de la Banque mondiale qui veut nous accompagner. Parce que comme je vous le disais, le Burkina a le meilleur ensoleillement de la sous-région. Posez-vous la question, pourquoi le Ghana, pourquoi la Côte d'Ivoire nous vendent l'énergie? Parce qu'au Burkina, quand vous produisez avec le DDO et les HFO, vous êtes à un coût qui est élevé. Ce qui fait qu'un pays comme le Ghana qui a de l'hydro ou la Côte d'Ivoire qui a du gaz, ils ont un coût du kilowattheure qui est moindre que le Burkina. Vous achetez parce que vous ne produisez pas à un coût qui est moindre que celui qui produit. Aujourd'hui, l'énergie solaire, vous sortez le kilowattheure le moins cher comparé à l'hydro, comparé au thermique, comparé à l'éolienne. Donc ça veut dire que si le Burkina se concentre aujourd'hui, un kilowattheure produit au Burkina avec l'énergie solaire va être moins cher qu'un kilowattheure qui est produit avec l'énergie thermique ou hydro en Côte d'Ivoire ou au Ghana. Vous avez une opportunité en or. Et dans l'espace CEDEAO, le Burkina Faso a été identifié comme le pays qui va avoir une centrale de 300 MW à vocation sous-régionale. Quand on dit à vocation sous-régionale, ça veut dire que c'est orienté vers les différents pays de la sous-région. Et je vais vous surprendre. Vous savez que le Burkina a déjà exporté pratiquement pendant 2 mois de l'énergie avec la Côte d'Ivoire. Ouais. C'est pas parce que vous êtes en déficit parce que vous n'avez pas couvert tout votre pays que vous n'avez pas la possibilité donc d'exporter. Nous l'avons fait pendant 2-3 mois parce que l'excédent que nous prenions avec le Ghana, que nous ne pouvions pas utiliser au Burkina Faso, nous l'avons dispatché vers la Côte d'Ivoire pendant pratiquement 2-3 mois. Et ça a été fait. Donc ça veut dire que si aujourd'hui le Burkina a un excédent en solaire la journée, qu'est-ce que vous allez faire? Soit vous stockez, soit vous évacuez parce que l'énergie, vous ne pouvez pas la poser comme ça. Il faut soit l'utiliser. Quand l'énergie est produite, il faut automatiquement la consommer parce que vous ne pouvez pas, si ce n'est dans le stockage des batteries. Bon, alors que nous sommes en train donc maintenant de faire les projets de grande envergure de batteries, vous savez, le MCC, je voulais les remercier parce qu'ils ont cru à notre vision, ils ont cru à notre potentiel et le MCC nous accompagne avec plus de 70 MW de stockage avec des batteries. Ça va être la plus grande centrale de stockage donc, de la sous-région. Dans le projet Yélène, avec l'AFD, la Banque africaine de développement, nous avons pratiquement 10 MW de stockage. Donc c'est pratiquement, le Burkina dans les années à venir va avoir pratiquement 80 à 90 MW de stockage. Ce qui va nous permettre de produire notre excédent solaire, de le stocker et de pouvoir l'utiliser la nuit. Et ce qui est encore plus intéressant pour le Burkina, et je voudrais profiter de votre micro pour le souligner, c'est qu'aujourd'hui, l'énergie qui sort du stockage PV plus batterie est moins chère que l'énergie importée. Vous savez ce que ça veut dire? Que si nous avons la possibilité de faire des grandes centrales solaires et même de stocker l'énergie solaire dans les batteries, l'énergie qui sort de la batterie va être encore moins chère que l'énergie que nous sommes en train d'importer avec la Côte d'Ivoire et le Ghana. Oui, mais monsieur le ministre, ce qu'on nous dit aussi souvent, c'est que l'investissement dans le solaire coûte beaucoup plus cher. On se trompe ou bien c'est des idées reçues? Alors on se trompe parce que c'est la démonstration que je viens de faire. Parce que l'investissement est corrélé au coût du kilowattheure. Vous voyez? Donc ça veut dire quoi? Si aujourd'hui le coût du kilowattheure sortant d'une centrale solaire est moins cher que le coût du kilowattheure sortant d'une centrale thermique, c'est que le coût d'investissement du thermique est plus cher que le coût d'investissement du solaire. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec le thermique ou l'hydro? C'est qu'au niveau du thermique, vous avez DAS centrale et vous devez payer le fuel ou le gaz pour pouvoir faire rouler la machine. Et c'est là où les gens se trompent. Parce que tu payes la machine peut-être relativement moins cher, mais quand tu ajoutes le coût du fuel, le coût de la maintenance, le coût de tout ce qu'il y a comme gestion, ben, il est 2-3 fois plus cher que le coût d'investissement du solaire. C'est pour cela que nous disons nous avons une opportunité en or avec l'énergie solaire.
de pouvoir produire à un coût du kilowattheure qui va être moindre que donc les différents pays de la sous-région. Donc ça vous dit que le Burkina est sur la bonne voie et nous avons déjà un potentiel énorme, nous avons des gens qui sont formés et tout se passe super bien. Et je pense qu'avec l'énergie solaire, nous allons non seulement sur le plan donc, des grandes centrales avoir une avancée, mais aussi pour répondre à une de vos inquiétudes, qui est que quand vous, à la maison, vous voulez installer le solaire, ça vous coûte des millions. C'est ça. Alors que bon, quand vous tirez la Sonabel, bon, peut-être que c'est 300 000 que vous allez payer. Donc, si vous avez suivi le conseil des ministres passé, nous avons passé un projet qui est le backup solaire à grande échelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous, Geoffroy, ça veut dire on se déploie chez vous. Vous voulez du solaire. On installe le solaire chez vous. Vous n'avez pas à débourser un seul copec, mais vous avez un contrat de 5 ans ou de 10 ans où chaque mois, vous avez une somme à payer de façon continue. Nous avons fait le projet pilote qui a été extraordinaire parce qu'avec un engouement pas possible. Et donc, nous sommes maintenant en train de nous déployer à grande échelle, ce qui va vous permettre donc de faire la comparaison et de ne pas être obligé de faire l'investissement initial qui est très lourd et de vous permettre vraiment, avec donc un premium de chaque mois, de pouvoir donc avoir donc de l'énergie solaire en continu chez vous. Alors, Monsieur le ministre, on sait que vous êtes expert en économie des énergies renouvelables. On comprend un peu votre passion pour le solaire. Vous avez parlé un peu justement du projet Backup solaire. Il y a aussi un projet qui a suscité beaucoup d'engouement et d'espoir auprès des ménages à revenus modestes. C'est le Home Solar System. Exactement. Alors, est-ce qu'on peut faire un petit bilan? Alors, merci de parler du Solar Home System parce que ça a été un tabac, comme on le dit de façon dans le jargon. À l'espace de 2 semaines, nous avons reçu plus de 3000 demandes de Solar Home System. Alors que nous n'avions que 1000 kits en son temps. Le bilan est extrêmement positif. Comme je l'ai dit, en 2 semaines, nous avions pratiquement triplé la demande avec ce que nous avions. Le Solar Home System, comme vous l'avez, est très simple. C'est un kit avec télé, ventilo et avec 6 luminaires. Donc ça veut dire que ça permet de déployer donc au niveau donc des ménages automatiquement et que ce soit dans les non-lotis, que ce soit en milieu rural, c'est un kit qui a beaucoup d'engouement et je voudrais vous rassurer que dans le projet qui vient de passer en conseil des ministres, nous avons pratiquement 50% qui est réservé donc pour les Solar Home System. Mais je vais encore aller plus loin parce qu'avec le projet Yélène, nous sommes à 100 000 Solar Home System que nous allons déployer au Burkina. Donc vraiment, c'est pour vous rassurer que, en tout cas, je pense que nous sommes sur la bonne voie. L'espoir est permis. Et notre ambition, c'est que d'ici à 2025, nous puissions aller à au moins 75% de la population burkinabé qui a accès à l'énergie. En rappel, on était à 18-20% en 2015. Voilà. Donc, ça vous dire le bond que nous avons fait. En ce moment où je suis en train de vous parler, nous sommes à pratiquement 50% de la population qui a accès à l'énergie. Je pense que si, en l'espace de 5 ans, on a fait ce bond-là, je pense que d'ici à 2025, nous avons les outils en main pour pouvoir atteindre donc les 75%. Et je suis aussi content de vous annoncer la bonne nouvelle qui est que le projet PDCL, qui fait que les branchements sont devenus à 3 000 francs, pour répondre encore à une inquiétude donc, de M. Geoffroy, c'est que avant, bon, pour pouvoir se connecter à Sonabel, il te faut débourser au minimum 300 000 francs. Okay? Deux fois, certains, pour ne pas dire, faut casser la tirelire pour pouvoir donc se brancher. Et là, avec le projet PDCL, bon, avec 3 000 francs, et échelonné dans le même mécanisme que le backup, échelonné sur 3 ans, 5 ans, vous avez la possibilité maintenant de rembourser. Donc, ça vous dit que nous faisons tout pour rendre l'énergie accessible à tout le monde. Et c'est l'occasion pour moi aussi de profiter de votre micro pour nous excuser auprès donc des consommateurs parce que nous comprenons l'impatience des gens quand vous avez besoin de l'énergie ou quand vous êtes en train de regarder votre émission préférée, le tribunal de l'actualité, et que le courant se coupe. Bon, c'est des désagréments. Mais nous voulons rassurer la population que nous travaillons non seulement à ce qu'ils aient tout le monde de l'énergie, mais de l'énergie à un coût moindre, mais aussi de l'énergie de qualité. Mais on ne peut pas être à 100%
correct et on ne peut pas être plus royaliste que le roi. Parce que quand vous avez plus de 50% de votre énergie qui vient de la Côte d'Ivoire et du Ghana, et que ces pays, cette année, ont connu les difficultés énormes, ça fait que nous aussi, nous en ressentons. C'est pour cela que, de façon agressive, nous voulons aller vers l'indépendance énergétique. Et c'est pour cela donc qu'on s'est dit, notre seule ressource qui peut nous permettre de faire cela, c'est pas le fuel, parce que nous n'avons pas de pétrole, c'est pas l'hydro, parce que bon, nous n'avons pas beaucoup d'eau, mais Dieu nous a pas laissé comme ça gratuitement, il nous a donné un soleil, et un soleil de qualité, et c'est pour cela donc on se bat pour que ça puisse être la ressource première. Alors, juste vous avez évoqué la Sonabel. Les rumeurs font état d'une privatisation de la Sonabel au profit d'une société américaine, est-ce que vous confirmez? Non, pas du tout. On est déjà passé par là. La Sonabel ne sera jamais privatisée. Par contre, ce que nous avons fait, nous avons libéralisé le secteur de l'énergie. Ça veut dire quoi? La loi 014 permet à vous, le privé, de produire et de revendre dans le réseau. Et ça a même déjà commencé. Ça a même déjà commencé parce que nous avons des IPP solaires qui sont en train de pousser. Normalement, en décembre, nous allons inaugurer la centrale de Nagrengo, qui est de 30 MW, un joyau que nous allons profiter des fêtes de l'indépendance, donc à Ziaré, pour inaugurer. Vous avez la centrale de Pa, vous avez la centrale de Bobo, à Kodeni, ainsi de suite. C'est des investisseurs privés. Par contre, la Sonabel est le maillon essentiel de la chaîne, parce que le privé revend à la Sonabel qui, elle, revend donc aux consommateurs, ainsi de suite. Donc, je voudrais vous rassurer que nous avons travaillé à ce que la Sonabel puisse, en tout cas, avoir une bonne santé financière pour permettre vraiment au secteur privé de se greffer. Mais il y a des segments qu'on ne peut jamais vendre, libéraliser, parce que il y va aussi de notre indépendance aussi énergétique, comme je l'ai dit. Parce que l'indépendance énergétique, il ne faut pas se tromper. C'est pas seulement d'avoir de l'énergie pour tout le monde, hein, mais c'est d'où viennent les ressources, qui tient votre énergie. Et c'est ça l'indépendance énergétique. Mais les gens font devant une confusion. On pense que bon, on est indépendant énergétiquement quand on arrive à servir tout le monde. Non. D'où vient? Qui contrôle les manettes? C'est de là que vient vraiment l'indépendance. Et nous travaillons à éviter que nous n'ayons donc nos manettes entre des gens qui ne sont pas donc... en tout cas, nous évitons de nous mettre dans une situation inconfortable dans un secteur aussi stratégique, parce qu'aujourd'hui, l'énergie est au cœur de tout. D'accord. Le contenu local dans le secteur minier, c'est le thème qui a été retenu pour la présente convocation. On l'a dit, il y a un décret qui a été adopté qui fixe les conditions de la fourniture locale dans le secteur minier. Beaucoup estiment que c'est révolutionnaire, mais il y a certains qui sont sceptiques et prennent pour preuve la loi justement sur le fonds minier de développement local qui a eu des difficultés dans sa mise en œuvre. Peut-être un mot là-dessus avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Alors, le fonds de développement minier, vous savez, ça a été un combat pour permettre à ce que les régions et les communes qui sont autour donc des mines puissent avoir, en tout cas, une visibilité, mais aussi des ressentis, et bénéficier de cette manne-là qui se trouve dans leur région ou dans leur commune, ainsi de suite. Et donc, à ce niveau-là, et il faut dire que jusque-là, la mise en place a été acceptée maintenant par tout le monde, et ça se passe très bien. Mais là où je pense qu'on a encore des efforts à faire, c'est par rapport même à la gestion de cette manne-là et à l'impact sur le plan local. Parce que quand vous avez une mairie qui avait un budget de, disons 30 millions ou 50 millions, et du jour au lendemain se trouve avec un budget de 2 milliards, ils n'ont ni le capital humain nécessaire, ni les structures, ni l'infrastructure nécessaire pour pouvoir absorber cela, faire des réalisations, le contrôle, le suivi, alors ça cause problème. Et donc, nous avons demandé à ce que nous puissions re-regarder cela, parce qu'au finish, bon, on construit peut-être des écoles, on a eu à construire des CSPS, à investir dans l'agriculture, ainsi de suite. Mais il y a encore un effort à faire à ce niveau pour que cette manne-là puisse réellement avoir un impact durable au niveau donc de ces mairies-là. Je voudrais dire, bon, c'est un début, mais nous avons à recadrer un peu cela. Et
je suis parfaitement d'accord. Quand il y a déjà des récriminations dans ce sens, nous avons pris cela à bras le corps et nous travaillons à ce que cette manne-là puisse réellement impacter les populations à la base. Mais il faut savoir qu'une mine a une durée de vie limitée. 10 ans, 15 ans, bon, maximum une vingtaine d'années. Alors, si cette manne-là n'est pas investie de façon durable à créer de la ressource, à créer une économie locale, à pérenniser cela, ben, au bout de 10 ans, quand la mine va se fermer, on va avoir un gros problème. Et le véritable problème, c'est que bon, les gens vont passer d'une manne de quelques milliards à rien du tout. Et ça va avoir un impact terrible sur la communauté. Et donc, nous avons obligation de travailler à ce que ces communes-là puissent même survivre au fond. Parce qu'un jour, le fond va s'arrêter. Et il faut que cette mairie ou la région puisse développer des activités génératrices de revenus, de telle sorte que même quand elle n'aura pas accès au fonds, mais que ces activités-là puissent encore continuer, se pérenniser, créer des ressources qui vont alimenter les ressources de la mairie. D'où la nécessité, souvent, de ne pas se précipiter pour tout dépenser. Parce qu'on a des milliards, il faut dépenser cette année. Non, il faut aussi des fois faire des investissements smart. Vous voyez? Et c'est ce qui se passe dans d'autres pays. Je prends un exemple comme la Norvège. Je prends d'autres pays qui ont utilisé leurs ressources, non seulement pour avoir des investissements, des infrastructures durables, mais aussi qui ont fait des placements très, très judicieux. Et ces placements-là vont vous permettre d'avoir régulièrement de l'argent. Et ça, vous êtes sûr que vous avez de l'argent pour un siècle ou bien même pour 2 siècles. Et c'est cette philosophie-là que nous sommes en train d'inculquer aux gens. Pour dire, attention, cette ressource-là, elle n'est pas renouvelable. Et il faut avoir une intelligence dans la dépense pour éviter qu'on retombe donc dans les mêmes travers. D'accord. Je pense aussi que ce que disait le président du tribunal qui était assez intéressant, c'est qu'on a un domaine dans lequel ceux qui viennent, qui sont de ce secteur minier-là, qui s'installent, ces mines industrielles, sont des messieurs très puissants. Et on a vu avec nos maires qu'on a reçu ici nombreux, et qui sont tous passés, ceux qui sont dans des localités où il y a des mines, dire qu'ils sont tellement puissants que bon, nous depuis on se plaint mais ça ne change pas. Au niveau de la MBF, c'est ressorti. Et puis, ce qui est intéressant, même les maires du parti au pouvoir viennent aussi pleurer sur nos plateaux. Ça veut dire qu'ils sont vraiment puissants. Mais c'est normal. C'est un peu la crainte qu'on a vis-à-vis aussi du nouveau projet dans lequel vous êtes, dont on connaît aussi la réalité, avec les mêmes acteurs. Alors, moi, je vais vous dire quelque chose. Quelqu'un ne peut pas venir dans votre pays être plus puissant que vous. La ressource nous appartient. Les lois nous appartiennent. C'est à nous de nous organiser pour arrêter cela. Et quand je suis arrivé, mon premier combat était le contenu local. Parce que moi, je suis un financier, je suis un économiste. Je comprends que dans la mine, on ne va pas s'enrichir seulement avec les taxes. C'est au niveau de la commande que nous allons nous enrichir, que nous allons créer des champions. Et donc, quand je suis arrivé, j'ai pris le budget de chaque mine, j'ai regardé qu'est-ce que nous avons dans la commande, qu'est-ce que nous, en tant que Burkina, nous gagnons dans cette commande-là, qu'est-ce que nous gagnons aussi en tant que taxes. Je vous donne quelques chiffres. L'année passée, en matière de taxes, on était à pratiquement 300 milliards de taxes. Quand on dit 300 milliards, on dit oui, c'est un bon chiffre, c'est bien. Mais on oublie de dire que nous avons remboursé 155 milliards aux miniers en matière de retour sur TVA. Et ces 155 milliards n'étaient pas posés quelque part. Nous sommes allés prendre ces 155 milliards dans une banque. Bon, donc, quand vous êtes des financiers, vous connaissez, quand vous prenez l'argent dans une banque, même si vous prenez 1 franc, c'est sûr que quand vous allez rembourser, ce n'est pas 1 franc que vous allez rembourser. Donc, faisons le calcul. 300 moins 155, ça donne combien? Ça donne même pas 150 milliards. Et si vous enlevez encore les taxes, vous voyez ce qui nous reste. Donc, ces gens-là, ils ont utilisé nos textes. Ils ont utilisé nos textes. Mais il n'y avait pas de décret. Ces gens-là ont joué avec nos textes. Et c'est pour cela que nous nous sommes battus pour que ce décret-là sorte. Pourquoi?
Parce que je sais ce que le Burkina perd régulièrement parce que nous n'avons pas pris un décret. Je vous donne un exemple simple. Pour les royalties, bon, nous avons limité à 1300 francs le coût. Les royalties ont été calculées jusqu'à 1300 francs. Mais aujourd'hui, le coût de l'ordre tutoie les 1800 et les 1900. Donc, ça vous dit que ces gens qui viennent là, ils ont, et là, il faut le reconnaître, des cabinets d'avocats, de gens qui étudient tous nos textes, qui regardent toutes les failles et qui les exploitent. Moi, je dis, même ici, quand vous regardez, tout investisseur, tout opérateur, qu'il soit burkinabé, qu'il soit extérieur, son principe, c'est de maximiser son bénéfice. Nous, notre objectif, c'est de maximiser ce que l'État burkinabé et ce que les Burkinabés gagnent. Et c'est ce qui a amené ce décret. Donc, je vais vous dire, bon, que tu sois puissant, que tu sois... Bon, nous, on a de l'amour pour notre pays. On pense au Burkina. C'est parce que moi, je suis burkinabé que je suis ministre aujourd'hui. Même si tu es puissant, tu viens, tu dois jouer dans les règles de l'art. Voilà pourquoi nous avons aussi retiré la mine. Les gens ont dit non, il est puissant, il a ceci, cela. On a retiré. Il y a eu quoi? On est toujours ici, on est assis, on respire comme vous et on avance. Donc moi, je pense qu'à un moment donné, il faut avoir le courage de prendre certaines actions. Et ce que nous avons fait, bon, sans état d'âme. Monsieur le ministre, justement, la loi, son contenu, c'est quoi? En termes de, parce qu'on a entendu parler de préférence, on a entendu parler de cas tripartite qui sera mis, on a entendu parler d'amende. Absolument. Concrètement, c'est quoi? Et de quotas. Voilà. Alors, je pense qu'on aurait dû commencer par là. Alors, le décret dit, à partir de maintenant, qu'une mine a obligation de réserver un certain pourcentage de la demande aux entreprises locales. Ça, c'est... Et maintenant, les pourcentages sont écrits noir sur blanc, sur un papier. Donc, ça veut dire que si vous avez une mine et que vous devez commander, par exemple, le cyanure, ou bien vous devez commander des hydrocarbures, ben, un certain pourcentage doit être réservé à une entreprise burkinabé. Mais, les gens, n'importe qui peut venir créer une entreprise au Burkina et dire que c'est une entreprise burkinabé. Nous avons dit, ça doit être détenu à plus de 51% par des burkinabés, ça veut dire avec le passeport burkinabé. Donc, il ne suffit pas que M. Tartampion vienne au Burkina créer son entreprise et dire que c'est une entreprise burkinabé. Non, il faut que ce soit détenu à plus de 51% par des burkinabés. Alors, pourquoi nous avons mis le cadre tripartite en place? Parce que nous voulons créer des champions. Et pour que tout le monde ne peut pas être champion, il faut identifier des gens qui ont le potentiel, des gens qui sont un peu dans les secteurs déjà, qui ont la capacité de lever les fonds. Parce que ce que nous oublions, c'est que les minières, ils vont lancer la commande et tu vas être payé peut-être au bout de 60 jours, au bout de 90 jours. La première facture. Et donc après maintenant, ça se duplique. Mais si vous n'avez pas les reins solides, ou si vous n'avez pas un accompagnement, qu'on vous laisse prendre un projet d'1 milliard, de plusieurs milliards, et vous devez attendre 90 jours pour commencer à avoir votre paiement, on risque de tuer votre entreprise. D'où la nécessité de mettre en place ce cadre tripartite pour permettre un suivi, non seulement pour se rendre compte que réellement, le contrat va être donné à quelqu'un, à une entreprise réellement locale. Parce que nous savons qu'il y a des gens qui vont aussi rentrer entre les lignes. Nous avons l'expérience de ce qui s'est passé au Ghana, ce qui s'est passé. J'ai parlé avec mes collègues qui m'ont donné, comme je l'ai dit, un peu d'insight de ce qui se passe dès qu'on commence donc l'application du local content. Donc, c'est des choses qui vont arriver et il faut qu'on se prépare pour pouvoir éviter cela. D'où la mise en place du cadre tripartite. Mais, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que de l'autre côté, si nos entreprises ne sont pas bien organisées, si nous ne travaillons pas avec les banques pour qu'on ait des produits spécifiques pour les minières, vous allez en banque, par exemple, vous dites vous avez besoin de 5 milliards ou de 3 milliards, on dit bon, est-ce que vous avez un immeuble, est-ce que vous avez ceci, cela? On met des conditions tellement drastiques qu'à la fin, ben, les gens n'attendent pas, la commande n'attend pas, elle est dynamique, et les gens sont dans une dynamique rapide. D'où la nécessité, et c'est ce que nous avons commencé avec les banques, qu'elles puissent travailler à créer des produits spécifiques pour ceux qui vont avoir la commande. Nous savons qu'une mine est économiquement potable. Vous avez un contrat avec la mine. Ben, ça suffit pour que quand même nous puissions regarder déjà
que ne serait-ce que cette commande-là déjà, elle constitue une garantie de paiement. Mais si vous allez, en plus de cette garantie de paiement, vous allez demander au monsieur d'immobiliser encore des ressources pour que vous puissiez lui donner de l'argent, à la fin, on ne va pas y arriver. Donc, c'est dans cette optique-là que nous travaillons pour éviter que, en tout cas, ce projet-là ne soit juste un papier qu'on a écrit, mais que nous puissions avoir vraiment des retombées probantes. Alors, vous ouvrez effectivement une brèche aussi, c'est la qualité des entreprises. Je prends le domaine des hydrocarbures. Vous avez des stations-service qui appartiennent à des nationaux. Certaines stations-service sont de très bonne qualité, le carburant il est bien, mais d'autres, vous le mettez dès que vous allumez le moteur, le son du moteur commence à changer, le maintenancier automobile ou bien le mécanicien, comme on l'appelle à Ouagadougou, vous dit votre carburant il n'est pas bien. Donc il y a aussi la qualité de certaines entreprises. J'ai dit ce n'est pas toutes les entreprises qui font j'ai pris le domaine des hydrocarbures, mais aussi il y a la qualité effectivement des entreprises burkinabé, parce que c'est un défi aussi à relever. Le monsieur qui vend la machine à la mine vous dit, pour garantir la machine, il faut forcément mettre le carburant de telle ou telle station-service qui appartient effectivement à une entreprise aussi qui n'est pas burkinabé. Dans ces conditions, comment on fait? Alors, c'est vrai que la qualité joue dans ce que nous avons dit. Et nous l'avons dit même dans le texte. Qualité, coût et temps. C'est les trois facteurs. Parce que nous ne voulons pas que le local content soit une opportunité de baisse de la qualité, non seulement du produit, mais du service. Non. Nous voulons que nous puissions compétir sur le même pied d'égalité. Et je dis, les minières ont des standards, et nous voulons nous respectons toujours ces standards. Nous ne devons pas, si nous venons à la baisse, ben c'est ça va être dommage, parce que un pays doit toujours avancer, que ce soit en qualité, que ce soit en nexus coût-qualité aussi. Et donc nous avons dit, nous allons juger nos compatriotes sur le même standard de qualité, coût et de célérité. Parce que vous savez, aussi une mine ne peut pas s'arrêter. Elle travaille 24 heures sur 24. D'où la nécessité qu'en matière donc de timing, nous puissions être dans le temps pour pouvoir donc les accompagner. Alors, je voudrais vous rassurer qu'à ce niveau-là, nous nous sommes dit, il faut que nous gagnions un cahier de charges que tout le monde doit respecter. Et si le cahier de charges est respecté, si vous respectez les standards, il n'y a aucun problème. Parce que au niveau même du secteur de l'énergie, nous l'avons vécu, que ce soit avec Isakan, que ce soit Agreco, où des fuels de mauvaise qualité ont endommagé donc les machines de production d'électricité. Donc, ce qui est grave, ce n'est pas non seulement d'endommager les machines qui vont s'arrêter, mais c'est le manque à gagner pendant tout le temps que la machine est arrêtée. Vous arrêtez une centrale de 50 mégawatts pendant 4 mois, 5 mois, c'est la catastrophe. Ne voyez pas seulement le coût de la machine ou les pièces qu'on doit échanger, mais regardez le manque à gagner pour l'économie. Donc, on ne peut pas se permettre que des gens, pour une petite marge de 1 franc, 2 francs, géopardisent de façon terrible notre économie et notre image aussi. Parce que c'est important. Donc, c'est pour vous rassurer qu'à ce niveau-là, le cahier des charges sera là. Chacun va respecter ce cahier des charges. Et nous, maintenant, nous allons derrière les accompagner parce que c'est important. Tout enfant qui commence à marcher, il faut le reconnaître. Bon, il va tituber, il va tomber, il va se relever avant d'atteindre sa vitesse de croisière pour pouvoir gambader. Donc, il faut des gens à côté pour pouvoir l'accompagner et les guider. Et c'est ça notre rôle. Et c'est ce que j'ai dit aux fournisseurs. Je leur ai dit, écoutez, nous n'allons pas signer ce décret-là et puis vous laisser comme ça. Non. Si on le fait, c'est du suicide. L'État doit être là pour les accompagner, pour les aider. Là où ils ont des difficultés, que nous puissions rehausser le niveau et les aider aussi pour qu'ils puissent finalement, à un moment donné, gambader et vendre donc l'expertise burkinabé à l'extérieur. On parle de quotas, mais quelle sera la tendance? Parce qu'on sait qu'actuellement, ce qu'on a d'offres domestiques, elle n'arrive qu'à résorber, à contenir 15% de la demande de ces mastodontes-là. Aujourd'hui, on va vers quoi? Alors, je vous dirais quelque chose. On dit 15%, je pense même qu'on est à moins de ça, en réalité. Ah bon? Hein? C'est encore terrible. Mais là où on devrait réfléchir, c'est quoi? Je prends un exemple très simple, des hydrocarbures. Quand vous prenez la logistique, depuis le port jusqu'à la mine,
c'est des Burkinabés. Le seul problème, c'est que ce n'est pas le Burkinabé qui détient la commande avec la mine. C'est tout. Est-ce que vous comprenez? Et c'est là où nous devons agir. Parce que les Burkinabés ils ont l'expérience, ils ont l'expertise. Ça, ce n'est plus un problème. Ils le font correctement. Quand vous rentrez dans une mine, tout le travail là, se fait par des Burkinabés. Donc, ce n'est pas un problème d'expertise. Même la construction de la mine de Bomboré, pour la première fois, c'est un Burkinabé qui va construire la mine là de A à Z. Qu'est-ce qu'on veut? Mais qu'est-ce qui se passe? Je prends encore le cas des hydrocarbures. Malgré que toute la logistique est gérée par les Burkinabés depuis le port jusqu'à la mine, bon, il n'y a que 3 majors qui sont dans le secteur, que je ne vais pas citer, mais aucun Burkinabé dedans. Même si c'est eux qui transportent jusqu'à la mine. Donc je dis, écoutez, attends, non, il faut arrêter ça. On a la possibilité. Donnez-leur la commande et vous allez voir. Permettez aussi à 1 ou 2 Burkinabés de rentrer dans la commande et vous allez voir. Parce que le plus important ici, c'est quoi? C'est une affaire de marge. C'est clair. Vous avez la commande et la marge, nous voulons que la marge puisse bénéficier au maximum aux Burkinabés, au lieu que ce soit des sous-traitants sur toute la ligne. Donc, c'est là où il faut voir que ce décret-là va apporter des milliards à notre économie, parce que la commande va être directement adressée au Burkinabé, qui lui maintenant va avoir le maximum de la marge, contrairement à ce qui se passe maintenant où il est sous-traitant et gagne une petite portion de la marge. Alors, monsieur le ministre, le texte a été validé par un conseil des ministres. La suite, c'est quoi? À quand l'effectivité de cette loi? Nous avons dit janvier 2022. Le temps de préparer aussi nos entrepreneurs et nos investisseurs. Parce que, bon, si on vous donne la commande aujourd'hui, on vous dit, bon, livrez demain, bon, c'est comme si on vous a donné un cadeau empoisonné. Donc, nous avons voulu quand même un temps pour que nous-mêmes, on se parle, qu'on s'organise. Parce que dans toute chose, il faut une stratégie. Il faut qu'on s'organise, il faut qu'on voit comment on va organiser tout ça, comment on va accompagner certains, comment on va faire émerger des champions. Et à l'issue de ça aussi, nous avons aussi des échanges, parce qu'au niveau donc des minières, des mines, il y a aussi des contrats de longue durée, ainsi de suite. Nous allons nous asseoir, pour dire, écoutez, c'est vrai que vous avez signé un contrat, par exemple, de 2 ans avec telle personne, mais il va falloir qu'on regarde le contrat. Donc tout ça, il y a des prédispositions à prendre avant donc la mise en place donc de ce projet. Merci, monsieur le ministre. C'est vrai qu'on n'aura pas de verdict aujourd'hui, certainement au cours de la deuxième convocation. Oui. Beaucoup de sujets à élaguer. Malheureusement, on n'a pas eu trop de temps, mais comme on l'a dit, on pourra vous reconvoquer une fois de plus au tribunal de l'actualité pour parler des questions d'enjeux concernant le secteur de l'énergie. Ouais. Alors, on l'a dit, pour cette convocation, on a parlé du contenu local, notamment le décret portant fixation des conditions de la fourniture locale dans le secteur minier. On a eu les arguments, en tout cas les éclaircissements du ministre des Mines, ministre de l'Énergie, des Mines et des Carrières, Dr Ismaël Ouedraogo. Merci d'être passé. Merci aussi, monsieur les juges, pour ces clés de lecture. Au moins, on met un point final à cette convocation. On se donne rendez-vous demain pour la même mission, poser un regard critique sur l'actualité. Mais en attendant, restez fidèles au programme des médias leaders, True TV et Watt FM.